maintenant sur TPT+. Place Journal. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information. La foule que voici, prenant d'assaut l'Institut Thomas Sankara ce jeudi 7 octobre, est constituée des élèves admis au BEPC, des parents et autres tuteurs à l'attente de l'affichage des listes du concours d'entrée au lycée, collège et institut technique et professionnel. Il est 17h moins lorsque notre caméra est passée par là. Il ressort que les listes étaient en train d'être confectionnées et le jury devrait arriver avec. Puis, les services des examens concours techniques et professionnels, dès lors, va procéder à l'affichage, quelle que soit l'heure, puisque le concours est prévu commencer demain vendredi 18 octobre 2021 dans 8 centres, avec pour matière le français et les mathématiques pour les uns et les sciences physiques et SVT pour les autres. Passons à autre chose à présent. Les habitants de la rue Lukumu au quartier Tchétché se sont réveillés cette matinée du jeudi 7 octobre 2021 avec un câble électrique de la EKRC traînant à même le sol. Cette situation dangereuse a fait réagir un chef de famille qui craint pour la sécurité de sa progéniture et qui, avant que le pire n'arrive, lance un appel aux responsables de la EKRC. C'est un reportage d'Elios Boisbey. C'est au petit matin de ce jeudi 7 octobre 2021 que les habitants de la rue Lukumu au quartier Tchétché ont découvert avec stupéfaction ce câble qui traîne au sol. Est-ce dû à un poteau défectueux ou s'agit-il d'une opération ratée d'un voleur de câbles électriques? Nul ne peut répondre à cette interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que le câble qui traîne par terre et le poteau électrique en bois qui vient de perdre sa verticalité laissent craindre un danger potentiel pour les habitants, les passants et bien plus pour cette parcelle dont le propriétaire s'inquiète pour sa famille. La nuit, on avait eu un choc par rapport à leur poteau, donc nous demandons à l'attention de la société SNE. Le service technique doit faire le tout possible d'arriver vite parce que aujourd'hui on avait senti que le poteau qui est vers chez moi là est tombé contre le mur de ma maison et le câble a lâché. Donc vraiment nous tirons attention dans la SNE parce que le courant c'est un danger pour la population. C'est bien pour la population, mais c'est un danger parce que le câble est carrément sur le toit. Carrément sur le toit, donc nous voulons que les agents passent pour qu'ils viennent régulariser, changer le poteau parce que c'est coupé en bas. Vous voyez vous-même comment le câble est par terre. Vous voyez vous-même comment le câble est par terre. Le câble qui quitte depuis le goudron là est passé maintenant sur le toit des maisons jusqu'à ce que le poteau ne supporte plus le poids du câble. Vraiment le poteau ne supporte plus le poids du câble. Donc ils n'ont qu'à venir régler ça vite. Connaissant la lenteur d'intervention qui caractérise le service technique de la société EDC, le propriétaire de la parcelle qui avoisine le poteau électrique défectueux les invite à agir aussi vite que possible pour éviter que l'irréparable n'arrive. Eux pourtant tous les jours ils sont là, ils passent, ils voient, mais ils ne constatent pas que le poteau là il faut le changer. Qu'est-ce que la SNE attend? Partout dans la ville, tu verras qu'il y a des poteaux qui sont déjà bien fatigués, mais ils ne passent pas changer.
C'est pas normal. Quel genre de société alors que tous les jours vous aviez l'argent? Tous les jours vous aviez l'argent, vous encaissez de l'argent. Mais pour passer entretenir les choses, vous ne passez pas entretenir les choses. Au moment où le sol devient humide avec la tombée des pluies et les images macabres des poteaux qui cèdent avec le poids de l'âge ça et là dans la ville capitale économique, devraient interpeller la société UDC au point de faire l'inventaire des poteaux et câbles électriques défectueux dans ces installations afin de préserver la vie des citoyens et de leurs biens. Rien à voir avec ce qui précède la 13e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'est ouverte hier mercredi 6 octobre 2021 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville sous la houlette du député maire de la ville Jean-François Kondo. 4 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour de cette session. Le compte rendu y relative dans ce reportage. Suivez. Alors que le quorum des distingués conseillers était atteint, la 13e session ordinaire dite administrative pouvait commencer. Inscrite à l'ordre du jour, 4 affaires énumérées par le premier secrétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Stanislas Odzebe. Au cours de nos assises, nous aurons à délibérer pendant 10 jours sur les questions soumises à notre examen par le bureau exécutif. 3 affaires sont inscrites à l'ordre du jour, à savoir: affaire numéro 1. Examen et adoption du projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal, exercice 2021 et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 2. Examen et adoption du projet de délibération dénommant le rond-point Nelson Mandela en place du centenaire. Affaire numéro 3. Examen et adoption du projet de délibération dénommant le rond-point dit Ilama en rond-point Nelson Mandela. Ces affaires sont confiées respectivement à la commission économie et finances pour la première et à la commission aménagement et affaires domaniales pour les 2 dernières. Cette 13e session ordinaire dite administrative du Conseil s'est ouverte dans un climat particulièrement morose au plan économique, financier et sanitaire, a évoqué dans son discours d'ouverture le député maire de la ville, Jean-François Kondo. Une façon pour le président du Conseil de lever l'équivoque sur la campagne saison sèche 2021 qui n'a pas été à la hauteur des attentes des populations. La 13e session ordinaire dite administrative de notre Conseil s'ouvre dans un climat général morose au plan économique, financier et d'angoisse, certaines au plan sanitaire en raison de la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19. En effet, la crise économique et financière que traverse notre pays a eu des effets collatéraux néfastes sur la vie des collectivités locales, au point où la campagne saison sèche 2021 n'a pas comblé nos attentes, encore moins celles de nos populations. Quant à la pandémie à coronavirus, malgré le déploiement de la vaccination dans tous les départements, le Congo n'est pas du tout épargné par l'augmentation du nombre de cas confirmés et la circulation des variants, notamment britanniques et indiens. Les départements de Pointe-Noire et Brazzaville demeurent toujours l'épicentre de la pandémie. Étant donné que Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, célébrera d'ici peu de temps son premier centenaire, aussi le bureau exécutif du conseil départemental et municipal a institué un comité d'organisation de ce centenaire et mis en place les commissions et sous-commissions. Car ce premier centenaire coïncide avec la fin du mandat du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, qui pour Jean-François Kondo doit être vécu comme un événement national d'envergure qui marquera les générations présentes et à venir. Notre ville Pointe-Noire, affectueusement appelé Ponton Label, célébrera sous peu son premier centenaire. Conformément à la délibération 063 par DPL-CPL-CDM-BE du 2 juin 2021 déclarant l'année 2022 année du premier centenaire de la fondation de la ville de Pointe-Noire,
le bureau exécutif a institué le comité d'organisation et mis en place les commissions et sous-commissions. Il a procédé le 8 septembre dernier au lancement des travaux préparatoires de ce grand événement qui sera célébré sous le signe de la solidarité active avec la participation de tous. Des réflexions se mènent pour arrêter le format, le meilleur, suivant lequel tout se mettra en place. Cette ville, havre de paix, très cosmopolite et chargée d'histoire, avec près d'1,5 million d'habitants et à tout égard une fierté nationale. Voilà pourquoi son centenaire, qui coïncide avec la fin du mandat du conseil départemental et municipal, doit être vécu comme un événement national d'envergure qui marquera les générations présentes et à venir. Ouverte ce 6 octobre, les travaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire prendront fin le 15 octobre 2021. Passons à autre chose. À présent, TPT+, nouvelle version, votre chaîne panafricaine des diasporas vient de lancer dans une nouvelle dynamique de rigueur professionnelle une formation journalistique professionnelle à l'intention de ces agents qui en ont exprimé le désir ainsi qu'à l'égard des jeunes Congolais qui ont postulé comme stagiaires pour apprendre le journalisme. Cette formation lancée le 30 septembre 2021 dans la salle de conférence de rédaction de TPT+, durera 3 mois. Chief Chivungo et Christian Kwami nous font revivre les moments qui ont prévalu lors de cette formation mardi 5 octobre 2021. Suivez. C'est pour concrétiser la vision patronale et servir au mieux le public panafricain en général, le public congolais en particulier, que la directrice générale de TPT+, nouvelle version, vient de mettre sur pied un vaste programme de formation professionnelle en vue d'une part de parfaire en ses agents la compréhension des services télévisuels, notamment les différents services techniques. Le matin, nous allons suivre une formation sur les programmes. On suit souvent la télé, mais on ne maîtrise pas. On peut avoir souvent la notion de programme, l'idée, mais on ne maîtrise pas ce que c'est le programme et quel est le rôle du programme. Ce sont des notions quand même très importantes. Personnellement, quand je partais de lors des activités pour le recouvrement, je me sentais comme un tabula rasa, une personne vide de connaissances. Quand les autres prenaient certains débats, j'étais vide de connaissances, je ne pouvais pas intervenir. Mais avec cette formation, je suis sûr que le lendemain, quand je repartirai lors d'un reportage, je saurais quoi dire. Et ça me ferait aussi bien un bon jour, un bon matin, si j'arrive au reportage, j'arrive à faire aussi le papier. Ça sera un grand plaisir pour moi. Déjà pour moi c'est un plaisir, je vais dire merci à la direction générale qui a bien pensé nous offrir cette formation. Bien que je sois du service de la production et des programmes, pour moi c'est vraiment quelque chose de bien. Je ne pourrais que être satisfait. D'ailleurs, je suis animateur télé, mais dans le domaine du journalisme, franchement, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je rappelle également à toutes les personnes qui nous suivent que je n'ai pas appris ça à l'école et TPT+ m'offre cette opportunité. Ça ne peut qu'être quelque chose de louable. Ça me fait plaisir de participer à cette formation. Quand on est dans une administration quelconque, même n'est pas être journaliste, donc on exerce dans d'autres fonctions, mais quand une opportunité s'ouvre à vous, et donc on en profite. Voilà pourquoi je me suis lancée, non seulement dans le hasard, mais je me suis lancée pour se former et pour avoir une bonne formation. Déjà qu'on se forme sur l'État, et donc cela est plus avantageux pour nous. Et d'autre part, de former à part entière des jeunes Congolais qui ont postulé comme stagiaires pour faire carrière dans le journalisme. Là-dedans confondus, des postulants internes comme externes qui se verront formés en qualité de JRI, journalistes et reporters d'images, au grand plaisir des stagiaires, vos futurs journalistes. Pour moi d'abord c'est une très belle opportunité parce qu'au départ je suis venue m'inscrire à TPT pour l'animation télé seulement. Mais arrivé à TPT, j'ai eu une autre dimension de la télé. Je me disais qu'être animatrice maintenant c'est un niveau trop bas pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses, encore des avantages. Voilà pourquoi j'ai décidé de postuler pour le journalisme. Parce que j'ai vu que le journalisme épouse un peu ma personnalité. Avec ce que j'ai découvert,
Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire à la maison, mais sans savoir que c'était le journalisme. Là, j'ai vraiment une grande vision et je veux vraiment m'approfondir sur ce métier, apprendre davantage. Et ça, c'est vraiment une très belle expérience pour moi. Et que c'est une très grande richesse pour moi, ce que je reçois. Surtout que c'est gratuit. Je remercie d'ailleurs la directrice générale d'avoir pris cette initiative. C'est vraiment une aide pour la population et ça aide aussi à réduire le taux de chômage dans le pays, je vais dire. C'est vraiment une très grande richesse pour moi que je dois exploiter, prendre en compte. Et je promets que vous ne serez pas dessus. Tout d'abord, on remercie la direction de TPT de nous avoir donné cette opportunité, de nous former en qualité de journaliste. En tout cas, c'est des bons moments. En tout cas, nous sommes là en train de se faire former pour demain aussi servir ce que la maison nous enseigne. Comment appliquer la rigueur professionnelle sans miser sur la formation professionnelle, à l'effet de rendre compétitifs les agents et par le fait même la chaîne TPT+, nouvelle version, au grand bonheur du public. En ce 4e jour de la formation, les participants ont été formés sur le module gestion d'une grille de programmes audiovisuels. C'est par les soins d'Elios Boabé, directeur des programmes et de la production de TPT+, mais ici en qualité de formateur. Nous devons retenir une chose, que les médias ont 3 rôles principaux. Les 3 rôles principaux des médias. Il y a d'abord informer, former et distraire. Ça, c'est d'une manière conventionnelle le rôle des médias, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. On peut ajouter d'autres aspects, mais c'est d'abord les 3 principaux rôles. Parce que quand on est devant un média, on s'informe à travers, comme vous avez dit, le journal, qui nous donne toutes les informations du monde ou encore la température du monde. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi dans le monde entier? Est-ce qu'il y a eu des troubles dans certains pays? Il y a eu des dégâts, il y a eu ceci. L'information, c'est à travers les médias. C'est pour cela que je nous invite tous, par exemple le matin, il faut savoir toujours faire la prière du journaliste. Vous êtes journaliste, lorsque vous vous réveillez, la première chose, c'est d'abord suivre les informations. Avoir la température du monde. Le quoi de neuf, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, il y a la formation. À travers les médias, on se forme. À travers les émissions, à travers les documentaires, nous avons, ce sont des sources de formation. Parce qu'à travers ces documentaires, à travers les émissions, on peut savoir beaucoup de choses. On peut avoir une culture générale. On se forme en suivant les documentaires, les émissions. Parce qu'à travers les émissions, ceux-là qui viennent sont pour nous les sources d'information. Ils nous donnent de la matière. Et les médias aussi nous permettent de nous distraire. Et je parle bien de la distraction saine, hein, parce que nous, par exemple, la TPT, nous arrangeons à proposer aux téléspectateurs une distraction saine. À travers les films, à travers la comédie, les théâtres, pourquoi pas la musique. Parce qu'on s'arrange de telle sorte que tout ce qui est dépravation de mœurs dans la musique ne passe pas sur TPT. Au programme de cette formation journalistique qui va durer 3 mois, les futurs journalistes seront abreuvés sur la pratique du journalisme et sur les services connexes, entre autres le montage vidéo et le filmage, avec pour seul objectif servir le public dans les règles de l'art journalistique dans un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel. Après la formation journalistique professionnelle initiée par la direction générale de TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas, parlons de l'art et la culture. Mystifiés, mal vus et parfois simplement ignorés, la culture et l'art ne sont pas souvent mis en avant dans notre pays, au point d'être relégués quasiment au second plan, et par les pouvoirs publics et par les citoyens qui n'y trouvent pas d'intérêt.
Culture et art au Congo entre inculturation et mystification, c'est l'intitulé de ce reportage. Suivez. Le domaine de la culture a depuis des lustres été relégué au second plan. L'on dira même que les Congolais ne font véritablement pas attention à la culture de façon générale, en dehors du domaine musical qui sort un tout petit peu du lot et qui attire énormément de mélomanes. Pour ce qui est du reste, entendu, la peinture, la sculpture, la taxidermie, la poterie, la céramique et les autres arts. Le Congo étant un pays à majorité chrétien, la plupart des citoyens voient donc d'un mauvais œil certaines formes d'expression artistique que d'aucuns vont jusqu'à qualifier de maléfiques ou mystiques. D'où les artistes œuvrant dans ces domaines ont du mal à vivre de leur métier, surtout en ces temps dominés par la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus Covid-19. Tout ce que nous vendons ici, ce sont des œuvres travaillées par nous-mêmes. Ce sont des pièces, que ce soit des grandes statuettes, que ce soit des animaux, que ce soit des girafes ou quoi. Ce sont des pièces vierges. Je dis bien vierges. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui croient qu'il y a de magie. Non, ce n'est que la personne elle-même, quand il achète, il veut mettre quelque chose dedans. Là, d'accord. Ce que j'ai constaté, il y a une grande différence de vente d'objets d'art. Donc, nous n'avons pas vraiment la clientèle comme avant. Bon, selon moi, je trouve bien que c'est la maladie. C'est la maladie parce que beaucoup de Blancs sont partis. Oui, nos frères congolais achètent. Mais, pas comme dans les temps. Bon, nous vivons seulement par grâce du Seigneur. Félix Makuiza, collectionneur d'objets d'art, déplore le manque d'intérêt dont font preuve les Congolais vis-à-vis de leur culture en général et des arts en particulier. L'art au Congo n'a plus sa valeur ancienne parce que ceux qui en fabriquaient sont nombreux qui ne sont plus avec nous. Et les fabricants ne tirent plus assez de profit. C'est surtout ceux qui viennent d'ailleurs qui favorisent un peu la connaissance de l'art. Parce que quand nous circulons à l'intérieur de notre pays, il y a très peu de sculpteurs dans les régions. Pour avoir passé plus de 60 ans de sa vie à collectionner des objets d'art sur toute l'étendue du Congo et ailleurs, Félix Makuiza entend voir la culture congolaise briller de mille feux et être connue de par le monde sans préjugés. Nous pensons qu'il faut relancer la connaissance de l'art à travers les expositions, à travers ce qui en reste pour que nous puissions tirer profit et de ne plus jamais faire disparaître ce que nous avons connu de notre temps quand nous grandissons. Voilà en ce qui concerne l'art. La culture et les arts portent l'identité d'un peuple, d'une nation. L'ignorer, la mettre de côté ou l'occulter, c'est perdre son identité culturelle, mais surtout perdre les repères des ancêtres. À l'échelle internationale, le nouveau Premier ministre de la transition guinéenne, Mohamed Beavogui, a indiqué ce jeudi 7 octobre 2021 que son futur gouvernement s'emploiera sous l'autorité de la junte à jeter les bases d'un État qui fonctionne dans ce pays troublé d'Afrique de l'Ouest avant de céder la place à des civils à l'issue d'élections. C'est un reportage d'Africa News. Son futur gouvernement fera en sorte que le pays fonctionne correctement pour permettre notamment la tenue des élections promises par la junte. C'est ce qui ressort des premières déclarations du nouveau Premier ministre de transition guinéen, Mohamed Beavogui. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases du changement. La justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président, nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir. Des propos qui laissent entendre que le nouveau Premier ministre n'aurait pas d'ambition à long terme. Mais une inconnue demeure, on ne sait toujours pas combien de temps va durer cette période transitoire. Plusieurs groupes djihadistes sévissent dans la région de Tillabéri ainsi que des miliciens de l'État islamique au Grand Sahara.
Africa News nous en parle. Au Niger, 3 sites touristiques ne sont plus ouverts au public, aux grandes dames des habitants et des touristes. Parmi ces lieux figurent la Pilule sur la route de Sé et les dunes Eket vers Namaro. Ce camp, très prisé pour des soirées à ciel ouvert, abritait des activités sportives durant les week-ends. Les lieux ont été fermés par le gouverneur de la région de Niamey jusqu'à nouvel ordre, officiellement pour des raisons de sécurité. S'il y a des problèmes de sécurité, l'État doit prendre les dispositions pour sécuriser l'endroit. Je me rappelle, nous, dès le début, on a écrit au ministère de l'Intérieur qui avait donné son aval pour la sécurisation. Mais jusqu'à présent, on nous dit oui, c'est dans une ceinture de sécurité que c'est sécurisé. Je vous avoue que je n'ai pas senti de menace parce que tout autour ici, c'est des villageois qui travaillent ici. Vraiment, on n'a pas senti de menace. La fermeture des dunes de sable impacte au moins 50 personnes employées dans ces camps. Autre site fermé car exposé aux menaces terroristes, le relais Kanazi situé au bord du fleuve Niger sur la rive gauche. Le site n'accueille plus aucun touriste. Nous, c'est dans les clients qui viennent. C'est déjà avec les clients. On les met dans les pirogues, aller visiter des hippopotames, visiter des poteries, des chauves-souris. Tout ça, on amène des gens comme ça et on trouve un peu quoi à manger. Mais maintenant, on a dit de fermer Kanazi. Nous sommes morts. Les promoteurs de ces sites touristiques comptent attaquer la décision du gouverneur de Niamey en justice. Ils s'appuient sur la localisation de ces sites. Pour la Commission européenne, il faut en urgence aider à évacuer les Afghans qui cherchent à fuir les talibans. Euronews pour plus de détails. Protéger les Afghans dont la vie est menacée. La parole européenne n'est pas toujours suivie des faits, selon Akram. Ce Belge, originaire d'Afghanistan, est tourmenté par les récits de ses concitoyens qui n'ont pas pu fuir le pays après la prise du pouvoir par les talibans. Malheureusement, ceux qui ont été exfiltrés ce sont des citoyens d'origine afghane, mais des citoyens européens et des résidents européens. Pour les locaux, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de pouvoir être aussi exfiltrés pour ceux qui se sentaient vraiment en danger. Il y a des personnes qui ont de bonnes raisons, et qui ont donc des documents pour prouver que leur vie peut être en danger là-bas. L'aide aux personnes vulnérables et la poursuite des évacuations sont au cœur du forum sur la réinstallation. Pour le moment, les États membres n'ont pas revu leurs ambitions à la hausse. En revanche, la mise en place de routes sûres fait partie du dispositif de soutien aux Afghans. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande à l'Union européenne d'accueillir au cours des 5 prochaines années plus de 42 000 demandeurs d'asile venus d'Afghanistan. La réinstallation, l'évacuation et la réadmission humanitaire sont volontaires pour les États membres. Je suis heureuse de la présence de la quasi-totalité des États membres. Ce qui est un peu plus urgent, c'est l'évacuation. Est-il possible d'aider les personnes qui sont actuellement menacées en Afghanistan parce que, par exemple, elles ont défendu les droits fondamentaux ou les droits des femmes? Oxfam joint sa voix aux organisations humanitaires qui appellent les dirigeants européens à être plus ambitieux et de venir au secours des réfugiés afghans. Mais il est aussi question d'aide financière, le pays est au bord de la faillite. Il faut absolument, avant l'arrivée de cet hiver afghan, faire tout un maximum pour que l'aide humanitaire, que ce soit au niveau alimentaire ou bien que ce soit en médicaments, soit apportée le plus rapidement possible. Parce que c'est également en train de devenir une crise sanitaire. Et je pense que c'est de cette manière-là que l'Europe pourra montrer sa grandeur. Pour sortir grandi, l'Union devra avancer d'un même pas dans la même direction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas.